L'A321 XLR. C'est un A320 qui vole encore plus loin. 11 heures sans escale sur plus de 8500 km, soit 3000 km de plus que son petit frère. Pour réussir ce pari, il faut transformer le fuselage. On ouvre la carlingue d'un A321 juste derrière les ailes, sous le plancher passager. Dans cet espace qui était une simple soute, on insère une énorme cuve directement intégrée au fuselage. Un réservoir de 13 000 litres de carburant, soit 50% de plus que sur la première version de l'A321. Un projet qui représente un véritable défi. Pour intégrer un réservoir aussi grand dans le fuselage, il a fallu modifier la structure de l'avion. Il faut d'abord renforcer le train d'atterrissage, qui doit pouvoir supporter une masse au décollage accrue de 8 tonnes. Surtout, il faut protéger ce réservoir, notamment en cas d'atterrissage d'urgence, avec le train en position relevée. Alors, on modifie le fuselage pour renforcer la structure sous l'appareil. Reste une dernière difficulté, qui nécessite un travail manuel d'orfèvre. Tous les éléments qui passaient à travers le fuselage, les systèmes mécaniques, les systèmes électriques, devaient maintenant être redirigés autour du réservoir. Directement intégré au fuselage, le réservoir s'étend sur toute la largeur et empêche le passage des éléments entre l'avant et l'arrière de l'appareil. Alors, on prévoit 2 encoches, en haut du réservoir, à droite et à gauche, et l'on dévie tous les systèmes vers ces ouvertures. Une fois de plus, la structure de l'A320 prouve qu'elle est suffisamment modulable pour s'adapter aux besoins de l'époque. L'Airbus A320 qui va avoir un petit peu de mal à percer, tellement il est nouveau, tellement il est moderne, qui va même être décrié par les conservateurs, les tenants des anciennes techniques et des anciennes technologies, eh bien, il est à l'origine de tout ce qui est aujourd'hui le pilotage des avions modernes dans le monde. Et il pousse l'avionneur européen à oser un défi gigantesque. Car Airbus va repousser encore plus loin les limites et braver comme jamais auparavant dans l'aviation civile les lois de la gravité. Le constructeur européen s'est lancé dans un projet exceptionnel. Inventer le plus gros avion de ligne de l'histoire. Son vol inaugural a lieu le mercredi 27 avril 2005, le jour de la démesure. Il y avait énormément de monde, il y avait des milliers et des milliers et des milliers de gens qui se tassaient sur les routes et aux alentours de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. Près de 40 000 personnes se pressent autour de l'aéroport. Depuis 30 ans, aucun avion n'avait suscité une telle attente. Pour moi, le 380, c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de travail. Ça me tient au cœur, puisque, si vous voulez, j'ai été ingénieur en chef de ce projet, de la feuille blanche, c'est-à-dire de l'avant-projet, jusqu'à son entrée en service. Il est 10h29, le mastodonte de 575 tonnes s'élance sur la piste. Ça y est, c'est parti. Allez, c'est bon. L'A380 s'envole pour la première fois. À cet instant, il écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'aéronautique civile. C'était un très beau vol, tout le monde était extrêmement heureux et c'est une success story quand même sur le plan technologique. À l'origine du projet, il y a un défi industriel, concurrencer le mythique Boeing 747. Un avion hors norme, reconnaissable à sa célèbre bosse. Vendu à près de 1500 exemplaires, ce géant des airs détient depuis près de 40 ans le record de la capacité de passagers. Dans le transport aérien, il appartient à une catégorie unique, dont il est le seul représentant. Les très gros porteurs. Et là, on s'est dit, alors maintenant, si on veut arriver sur ce marché-là, il faut faire autrement et beaucoup mieux.
Face à celui qu'on surnomme le Jumbo Jet, les ingénieurs ont une mission. Voire encore plus gros en construisant le Super Jumbo. Un appareil capable de transporter jusqu'à 853 passagers, soit 200 de plus que son concurrent. Il faut aller encore plus loin. Donc on est obligé en termes de technologie de prendre des risques. Celui qui ne prend pas de risques, c'est le perdant. Donc il faut prendre des risques et ne pas perdre. Alors, Airbus dessine la feuille de route de toutes les ambitions. L'avion doit transporter plus de passagers qu'aucun autre auparavant, mais il doit aussi pouvoir le faire sur des trajets les plus longs, jamais imaginés par une compagnie aérienne. 15 500 km sans escale. C'est 1000 km de plus que le Boeing 747. L'appareil doit consommer 20% de carburant en moins, alors qu'il pèse 40% plus lourd. Toutes les équipes réalisaient qu'on était face à un défi absolument incroyable. J'ai souvent comparé notre programme, l'A3XX-380 chez Airbus, avec la NASA et son programme Apollo. Tout le monde nous disait, c'est beaucoup trop loin, c'est trop gros, c'est trop lourd, ça ne marchera pas. Le constructeur européen a déjà dessiné 5 familles d'avions, mais pour l'A380, il faut tout repenser. Par le passé, Airbus, on a eu toujours dans les solutions techniques des évolutions avec des facteurs d'échelle. Lorsqu'on a dessiné la 300, on a réutilisé par exemple la même pointe avant pour dessiner la 330. Le 380 sortait pour Airbus de ce qui était connu. C'était donc pour nous, pour tout quasiment, une feuille blanche. On nous mettait dans un bâtiment à part, tous ensemble, les ingénieurs, les commerciaux, les industriels, les financiers, en nous disant sous ce toit, vous allez trouver la solution. Les plus grands experts testent alors toutes les idées. Monocouloir au-dessus d'un bicouloir, aile volante, 11 projets se succèdent. Il y a eu tout un tas d'idées, certaines un peu plus farfelues que d'autres. Ils imaginent même réunir 2 fuselages d'A340 pour créer un avion dit d'ultra haute capacité. On avait l'impression d'avoir donc côte à côte 2 fuselages, siamois, comme des jumelles. On s'est très rapidement aperçu que c'était absolument infaisable. On ne peut pas avoir des avions trop larges pour des questions d'évacuation en cas d'urgence. Donc c'était impossible. En matière d'aéronautique, le gigantisme est un handicap, car quand il n'est pas en vol, l'appareil doit pouvoir utiliser les infrastructures aéroportuaires existantes sans risquer de boucher les pistes ou de bloquer les parkings. Au sol, il y a des contraintes absolument énormes. Les grands aéroports du monde avec lesquels on travaillait nous ont donné ce qu'on a appelé la boîte de 80 mètres. Le futur avion ne doit pas mesurer plus de 80 mètres de long, plus de 80 mètres d'envergure et plus de 80 pieds de haut. Une règle d'airain. Le dessin proposé par les ingénieurs doit impérativement entrer dans cette boîte. Pour y parvenir, une seule solution, construire en hauteur. Chaque fois qu'on est contraint dans l'espace, on est habitué à faire des étages. Que ce soit dans les bâtiments, que ce soit pour les bateaux, que ce soit pour les trains, que ce soit pour les bus. Donc, si vous êtes contraint d'un point de vue espace, la seule solution qui s'impose, c'est de faire une croissance vers le haut.